Bonjour. Maintenant, pour la vidéo d'aujourd'hui, on a invité un professeur d'histoire et de géographie. Et il va corriger les preuves de l'année passée, les épreuves même, parce qu'il y a des épreuves de l'année passée. Je vous demande de patienter et d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, le professeur qu'on a invité aujourd'hui, il a fait une synthèse du programme. Il a résumé tout le programme d'histoire et de géographie sur un document PDF. Donc pour avoir le document, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon numéro. Donc vous allez me contacter et je vous envoie le document gratuitement. Et sur les commentaires aussi, il faudra remercier le professeur parce que ce qu'il a fait vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Voilà. Si c'était eux, ils vont vendre le document. Mais il n'a pas... Il m'a envoyé ça. Moi aussi, je ne vais pas vendre ça. Je vous donne ça gratuitement. Donc, mais écoutez jusqu'à la fin de la vidéo là d'abord. Parce que c'est à la fin que je vais vous donner le numéro. Bonsoir ses élèves et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Institut Cœur d'Aba. Donc on va continuer les séances de correction qu'on avait démarré pour le concours des élèves professeurs de Saint-Louis et le concours FASTEF. Donc aujourd'hui maintenant nous allons corriger. On a invité un professeur d'histoire et de géographie pour la correction de l'épreuve HG de l'année passée 2024. Donc ici on a une épreuve de dissertation, c'est l'épreuve 2020, non l'épreuve 2024 je crois que c'est cette épreuve. Donc je crois que l'épreuve est là. Monsieur Diassi, ça n'est-ce pas, vous confirmez? Oui. Oui, très bien. Voilà. Mhm. Voilà. Vous voyez l'épreuve, n'est-ce pas? Histoire. Mhm. C'est l'histoire que vous voyez, n'est-ce pas? Vous êtes en train de voir ça. Oui. Voilà, très bien. Donc vous avez la parole pour qu'on aille plus vite. Ok. Bonsoir à tous, à M. Faye et aux candidats aussi qui nous suivent. Comme il l'a dit, donc, nous vous présentons le sujet d'histoire. C'est bon, Faye, le son est bon, Oui, hein? oui, c'est bon, tout est bon, oui. Ok, donc, hein? Oui. Donc, on vous présente le sujet d'histoire qui avait été proposé l'année dernière au concours de la FASTEF niveau bac. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi tout d'abord de vous faire un petit rappel sur le programme d'histoire et de géographie. Parce que pour le concours de la FASTEF niveau bac, donc, généralement, pour ne pas dire tout le temps, c'est le programme en vigueur en terminale qui est proposé. Donc, si vous voyez bien, donc ici vous avez une leçon donc là de terminale sur le problème palestinien. Donc, comme vous le savez aussi, c'est un programme qui est très large et pour préparer un concours, donc là, il faut le préparer de façon très sérieuse en prenant donc là toutes vos précautions. Donc, nous allons entrer donc dans le vif du sujet. Les sujets proposés sont des dissertations, hein? Que ce soit en histoire et en géographie, ce sont des sujets de dissertation et vous aurez 4 heures de temps pour le faire. Donc, en principe, c'est 2 heures pour l'histoire et 2 heures pour la géographie. Donc, ici, vous avez le sujet qui traite donc de la problématique du problème palestinien. Qui est la 7e leçon donc là, du programme d'histoire et de géographie. Une thématique d'actualité, vous l'aurez regardant donc là les infos tous les jours, on parle donc là d'Israël, de Palestine. Monsieur Faye, donc vous pouvez descendre un peu pour la consigne. Monsieur Faye. D'accord, oui. Ok, ouais, pour la consigne. Oui. Et la consigne, c'est bon, hein? Ok, ouais, Oui. c'est bon, ouais. Oui. Donc ici, voilà. Le sujet de dissertation en histoire, c'est pas la même chose. Par exemple, c'est pas la même approche que la philosophie ou bien
la dissertation en français. Vous avez ce qu'on appelle un contexte ou bien un prétexte. C'est-à-dire, c'est un petit texte qu'on vous donne en haut et ensuite vous avez la consigne qui renvoie à l'ensemble des tâches aux élèves, aux candidats. Donc, si vous voyez bien ici, on a dit à partir du propos ci, expliquer les circonstances de la naissance de l'État d'Israël, puis analyser le rôle des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. Donc ici, c'est à partir de le propos ci-dessus, c'est juste le prétexte, c'est juste le contexte qui vous permet de savoir que le sujet parle en réalité donc là de la problématique donc la palestinienne. Maintenant, ce qui est plus important ici, c'est la consigne. La consigne, l'élève doit la comprendre et la respecter à la lettre. Donc, l'élève ne traite pas le sujet de façon donc là libre. C'est la consigne qui oriente le travail de l'élève. Donc ici, vous avez un sujet à deux parties. Vous allez d'abord expliquer les circonstances de la naissance de l'État d'Israël, premièrement, et ensuite, vous allez passer par l'analyse du rôle des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. Donc, comme le travail qui est demandé à l'élève, donc c'est une dissertation, donc on doit faire une introduction, un développement et une conclusion. Je reviens d'abord sur donc là l'introduction. L'introduction de la dissertation en histoire est différente de celle donc là du français, de la dissertation française et de philosophie. Ici, vous avez trois parties. Vous avez ce que vous appelez souvent amener le sujet, poser le problème et annoncer le plan. Donc ici, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la présentation du sujet, pour ne pas dire amener le sujet, en faisant quoi? En dégageant le contexte. Il faut dégager ici le contexte général donc là du sujet. Et ensuite, vous posez la problématique, le problème, et enfin, vous annoncez le plan. L'introduction donc en histoire et en géographie, ce n'est pas compliqué. Donc ici, vous amenez donc le contexte, vous partez du général au particulier. Ensuite, vous posez la problématique. Je vais vous montrer comment on pose la problématique en histoire. Et ensuite, vous annoncez le plan. Et le plan reprend fidèlement, donc là, la consigne. J'ai l'habitude de dire aux élèves que plan égale consigne. Vous recopiez donc là la consigne en guise de plan. Pour la problématique ici, on vous demande donc là, dans quelles circonstances l'État d'Israël est né et quel est le rôle des États-Unis dans ce conflit palestinien. Donc ici, la problématique est proposée sous forme de question. Donc on pourra avoir quelles sont les circonstances de la naissance de l'État d'Israël et quel est le rôle des États-Unis dans ce conflit. Point d'interrogation. Donc ici, si vous regardez bien, j'ai repris la consigne, mais je n'ai pas utilisé les verbes d'action, c'est-à-dire expliquer et analyser. Donc, on peut dire ici que la problématique renvoie à la question principale du sujet qui est de connaître les causes ou bien le contexte dans lequel l'État d'Israël est né et ensuite d'analyser donc là le rôle des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. Et pour débuter, amener le sujet, vous faites donc là du général au particulier, en insistant par exemple sur le conflit, sur la zone, l'espace, c'est-à-dire le Proche-Orient. Pourquoi il y a ce conflit? Donc là, voilà. Ici, donc là, l'introduction n'est pas très compliquée et on ne vous demande pas de faire une introduction très longue, donc là, avec des phrases longues. Présenter le sujet, c'est-à-dire amener le sujet, poser la problématique et enfin vous annoncez le plan. Et comme je l'ai dit, plan égale donc là consigne. Donc dans l'introduction, quand vous amenez le plan, vous allez dire tout simplement
Nous allons expliquer les circonstances de la naissance de l'État d'Israël et ensuite analyser le rôle des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. Ou bien, comme vous voulez aussi, hein, vous pouvez donc là choisir vos fameuses formules magiques. Par exemple, dans le but de bien traiter notre sujet, nous allons d'abord expliquer les circonstances de la naissance de l'État d'Israël et ensuite analyser le rôle des États-Unis. Donc, dans le plan, les verbes d'action doivent revenir obligatoirement. Et ici, les deux verbes d'action qui sont obligatoires et très importantes donc là pour traiter ce sujet, c'est expliquer d'abord les circonstances et ensuite les analyser. Ça, c'est l'introduction. Ensuite, pour le développement. Pour le développement, circonstances veut dire par exemple les causes. Dans quel environnement? Qu'est-ce qui a favorisé la naissance de l'État d'Israël? Ou en d'autres termes, quelles sont les origines de la naissance de l'État d'Israël? Cela veut dire quoi? Pourquoi l'État d'Israël est né? Qu'est-ce qui a favorisé cette naissance? Quelles sont les causes? Quels sont les facteurs? Dans quel contexte donc l'État d'Israël est né? Ça, c'est circonstances pour vous permettre de comprendre la première partie. Donc ici, quand on vous demande les circonstances de la naissance de l'État d'Israël, si vous regardez bien la leçon, donc là, on va repartir à la naissance du sionisme. Il faut d'abord parler de ça. La naissance du sionisme. On est dans le développement. Hein? Donc ici, la première partie, donc là, l'État d'Israël est né dans les circonstances suivantes. Et là, vous allez donc là élaborer les différentes circonstances. Et on commence, comme c'est de l'histoire, l'histoire est chronologique. On respecte la chronologie des événements. Cela veut dire quoi? On commence par le commencement. Donc ici, la première circonstance de la naissance de l'État d'Israël est la naissance du sionisme. C'est quoi le sionisme? Le sionisme est un mouvement politique et idéologique qui a été créé par des juifs. Pourquoi? Pour créer un État. Et ce sionisme est né en 1897. 1897 avec le premier congrès sioniste qui s'est tenu à Bâle. Donc là, en Suisse, qui a été convoqué par Théodore Herzl. Donc ici, vous avez ce premier élément, la naissance du sionisme comme circonstance. Ensuite, il y a la déclaration de Balfour. Balfour était le ministre britannique des Affaires étrangères. En 1917, il promet aux Juifs que la Grande-Bretagne serait favorable à la fin de la Première Guerre mondiale à l'installation des Juifs en Terre Sainte, c'est-à-dire en Palestine. Ça, c'est la déclaration de Balfour. Pourquoi il fait cette promesse? Parce qu'à l'époque, c'était l'Empire ottoman qui dirigeait la Palestine. Et comme l'Empire ottoman était en guerre avec la Grande-Bretagne, donc là, sûr de leur victoire, ils promettent donc aux Juifs leur installation, foyer national juif, donc là, en Palestine, une fois la Première Guerre mondiale terminée. Et la Première Guerre mondiale se termine avec la victoire de la Grande-Bretagne sur l'Empire ottoman. Donc là, les territoires qui étaient sous la responsabilité de l'Empire ottoman vont être transférés à la Grande-Bretagne. Et comme les Anglais, ils avaient fait donc une promesse aux Juifs, ils vont tenir leur promesse et ils vont favoriser ce qu'on appelle une forte migration des Juifs d'Europe vers la Palestine. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, ou bien la troisième circonstance de la naissance de l'État d'Israël, c'est en 1945, quand on découvre ce qu'on appelle l'Holocauste, ou bien la Shoah, ou bien le génocide juif. Sur les 8 millions de juifs que nous avions en Europe, les 6 millions ont été exterminés par le régime nazi dans les camps de concentration. Et là, la communauté internationale est émue. Il faut trouver une solution au problème des Juifs. Et quelle est cette solution? Il faut leur créer leur propre État. Ça, c'est en 1945.
Maintenant, les Juifs commencent à être nombreux en Palestine, avec donc là cette vague de migration depuis donc là les années 1920. Et ils vont poser des problèmes aux Anglais. Avec leurs milices, la Haganah et Irgun, ils vont créer des milices d'autodéfense qui vont s'attaquer aux intérêts anglais. C'est dans ce contexte que la Grande-Bretagne va prendre donc la Palestine et la confier à l'ONU. L'ONU qui a été créée en 1945, comme vous le savez. Et c'est l'ONU en réalité, c'est l'ONU qui, en octobre 1947, va faire ce qu'on appelle le plan de partage de la Palestine. L'ONU décide de partager la Palestine en deux États par la résolution 181. Et ce partage octroie près de 55% du territoire aux Juifs, alors que les Juifs n'étaient pas majoritaires dans la coupe. Et les 45% sont donnés aux Arabes. Et Jérusalem, comme vous le savez, ville 3 fois sainte, sainte pour les musulmans, sainte pour les chrétiens et sainte pour les Juifs, est érigée en une ville internationale sous l'administration de l'ONU. Ce plan est accepté par les Juifs et donc là les pays occidentaux, à savoir les États-Unis, donc là l'Union soviétique, mais rejeté par le monde arabe. Ouais. Un an après, le 14 mai 1948, David Ben Gurion, qui était le leader des Juifs, va proclamer maintenant la naissance de l'État d'Israël. Donc vous voyez, c'est dans ces circonstances que l'État d'Israël a été créé. Donc ici, comme on n'a pas demandé deux circonstances, ou bien deux causes, ou bien trois causes, on a simplement dit de rappeler les circonstances, d'expliquer les circonstances. Il faut obligatoirement partir de la naissance du sionisme 1897, ensuite 1917 avec la déclaration de Balfour, 1945 la découverte de l'Holocauste, 1947 le plan de partage de l'ONU, et enfin la proclamation unilatérale de David Ben Gurion, donc là pour la naissance de l'État d'Israël. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dès le lendemain de la proclamation de la naissance de l'État d'Israël, la coalition donc là des pays arabes qui étaient donc là dans la Ligue arabe vont attaquer le nouvel État. C'est-à-dire le lendemain de la naissance d'Israël, il y a la première guerre entre donc là les pays arabes et Israël, guerre que va remporter donc là l'État juif connu donc là par les Occidentaux. Ça c'est la première partie. Il faut développer les circonstances. Maintenant, je reviens sur l'importance de la consigne. Si on avait dit par exemple expliquer deux causes ou bien deux circonstances de la naissance de l'État d'Israël, là c'est à l'élève de choisir parmi ce que je viens de citer là deux. Si on avait dit, par exemple, expliquer les circonstances de la naissance de l'État d'Israël de 1945 à 1948, là aussi, l'élève est obligé de respecter la consigne à la lettre. Vous comprenez? Donc, ici, c'est important. La consigne, c'est la tâche qui est demandée à l'élève. Et ensuite, la deuxième partie, on vous demande d'analyser le rôle des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a plusieurs acteurs. C'est-à-dire, il y a plusieurs donc, là, éléments qui entrent dans le cadre donc, là, de ce conflit. Ça peut être donc, là, les États, ça peut être les organisations internationales comme l'ONU, hein? Ça peut être des groupes donc, là, qu'on appelle entre guillemets terroristes comme le Hamas, etc., etc. Maintenant, ici, on vous demande d'analyser le rôle d'un acteur. Le rôle d'un seul acteur, c'est-à-dire celui des États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que les États-Unis sont considérés comme un acteur incontournable donc là de ce conflit israélo-palestinien. Ceux qui ont l'habitude donc là de regarder les infos tous les jours sur France 24 ou bien sur les défis, donc là ils peuvent en témoigner. Hein? Donc là les États-Unis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont un rôle qui est ambigu.
Cela veut dire quoi ambigu? C'est-à-dire ils n'ont pas une position qui est nette et claire sur ce conflit-là. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont les principaux soutiens d'Israël depuis donc là les guerres, donc surtout la guerre de 1967. Mais aussi les États-Unis se présentent comme un médiateur. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit analyser le rôle, donc ici il faut analyser le rôle d'acteur comme soutien d'Israël. Le premier soutien d'Israël aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et ensuite, il y a ce rôle donc là de médiateur, c'est-à-dire il cherche, on ne sait pas si c'est sincère ou pas, mais il cherche donc là à trouver la paix entre les deux communautés. Tout d'abord, pour le rôle donc là d'acteur, les États-Unis, comme je l'ai dit, il faut d'abord parler de ce rôle de soutien. Ils soutiennent Israël en utilisant son veto, le droit de veto américain contre donc là les sanctions contre Israël. Ils soutiennent Israël en leur fournissant donc là des armes, en étant à leur côté. Un autre soutien aussi, c'est un soutien qui est diplomatique, dans toutes les grandes institutions donc là internationales. Donc là, il y a ce soutien-là. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi les États-Unis soutiennent, vaille que vaille, Israël. Parce qu'il y a aux États-Unis un lobby juif qui est très puissant et très influent. Le soutien diplomatique dont je parlais tout à l'heure peut être donc là illustré par le fait que les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, alors que c'est interdit donc là par le droit international. Donc il y a ce soutien militaire, ce soutien économique, ce soutien diplomatique, toujours des États-Unis vis-à-vis donc d'Israël. Ça, c'est le premier élément à analyser. Et l'autre élément à analyser, donc là, c'est le rôle de médiateur. À chaque fois qu'il y a conflit, qu'il y a guerre, même s'ils soutiennent militairement, donc là, ils essayent donc là de proposer une sorte de paix. Surtout quand il y a donc là des présidents démocrates. On peut donner comme exemple les accords de Camp David 1978 signés entre donc là le président égyptien à l'époque Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien en 1978. Ces accords sont signés aux États-Unis. Il y a aussi les accords d'Oslo, l'un des accords les plus importants donc là de l'histoire de ces deux pays. Les accords d'Oslo en 1993 signés à Washington devant donc là le président américain Bill Clinton. Les États-Unis font partie aussi de ce qu'on appelle le Quartet. C'est un groupe de 4 pays, institutions, qui sont chargés de trouver la paix entre les deux communautés. Il y a les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU et la Russie. Et les États-Unis donc, font partie de ce Quartet. Et ce Quartet avait proposé une feuille de route pour la paix dans les années 2000. Et donc, actualité oblige, en 2020, Donald Trump, président américain, avait proposé ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Donc là, pour essayer donc, de trouver donc, la paix entre les deux communautés. Voilà. Donc, M. Veil, voilà, pour le sujet d'histoire, donc ce sont les éléments d'explication que nous avions donc là à apporter par rapport à ce sujet. Hein. Voilà. Merci beaucoup, M. Dia. Maintenant, bon, parce que bon, quand tu prépares un concours, tu n'as pas le temps de tout apprendre et tout ça, surtout avec les leçons d'histoire et de géographie. Maintenant, j'ai des cours synthétisés de toutes les leçons. Après, peut-être que je peux te l'envoyer, comme ça tu vas le partager avec tes élèves. Hein? Et après, je vais publier ça, si vous m'envoyez ça, oui. En tout cas, okay, nous sommes très contents. Nous sommes très très contents. Et je rappelle aussi en direct sur TikTok aussi. Et les étudiants vous suivent. Voilà, ils vous félicitent. En fait, le mérite revient parce que il y a une initiative aussi. Machallah. En tout cas, d'ici là, s'ils ont des choses à demander, moi je reste
disposition, Inch'Allah. Vraiment, Il y a quelques... oui, oui, allez-y. Ouais. Bon, si vous avez des questions, Géographie, on va pas corriger, ou bien? Monsieur Faye, Oui. c'est à toi de voir. oui, l'épreuve est là. Donc, il va expliquer l'épreuve de géographie Ouais. après, Inch'Allah, dans Ok. un instant. Ok. Mais sur l'histoire, D'accord, si vous avez merci. des questions avant qu'on commence, Face à la géographie. voilà, oui, on peut passer à la géographie pour gagner du temps. Ok. Oui. C'est bon. Ok. Vous voyez l'épreuve Donc de la ici pour géographie. la... Vous voyez l'épreuve de la géographie. Ouais, moi je vois. Oui, donc normalement les autres ils voient. Si vous voyez, donc ils voient ça. Non, c'est clair, moi je Ok, oui. C'est bon. Oui, c'est bon, oui. Le programme de géographie, en réalité, en géographie, vous avez plus de leçons à réviser qu'en histoire. En histoire, il y a presque 11